Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au journal de l'économie dont voici le sommaire. La zone de libre-échange continentale bientôt effective en Afrique, le projet a obtenu les 22 ratifications minimum nécessaires. Le secteur des télécoms est en pleine croissance en Afrique du Sud. Les revenus ont augmenté de 14,4% en 2018. Enfin, le FMI alerte sur l'économie tchadienne. Elle reste, selon lui, soumise à de nombreuses pressions malgré la hausse des recettes pétrolières. La zone de libre-échange continentale sera bientôt en vigueur en Afrique. Le projet a atteint le seuil des 22 ratifications minimum nécessaires pour son entrée en vigueur. En effet, la Gambie a fait le pas, donnant ainsi le top pour les préparatifs du lancement officiel de la ZLECA. Avec la ratification de la Gambie, c'est un pas décisif qui est franchi dans le processus de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. Cette ratification, qui vient boucler la liste des 22 minimums nécessaires, ouvre la voie aux préparatifs du lancement officiel de la ZLECA en juillet 2019 à Niamey, en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. D'ici à là, les pays signataires devront négocier, entre autres, les aspects et les modalités de la mise en application de cet accord, notamment les règles d'origine, les modalités de paiement, les concessions tarifaires pour le commerce des marchandises et des règlements et les obstacles non tarifaires. Une fois entrée en vigueur, la ZLECA permettra de créer un espace économique dans lequel des États parties éliminent, entre eux, les droits de douane ainsi que toutes les barrières pouvant entraver le commerce. Avec cet instrument, l'Afrique devrait être un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs où les produits circuleront et s'échangeront librement. L'objectif ultime est de rassembler les 55 États africains qui regorgent d'énormes potentialités naturelles et humaines, mais dont les populations pâtissent souvent de la misère et la pauvreté du fait notamment des barrières géographiques et douanières. En Afrique du Sud, le marché des télécoms a été plutôt très actif en 2018. Le secteur a terminé l'année avec une hausse de 14,4% de son revenu annuel. Ce revenu est passé d'environ 12 milliards de dollars à 13 milliards 666 millions. Cette performance est favorisée par les services de téléphonie mobile qui ont pesé pour 53,8% des revenus. Les services Internet fixes ont contribué à hauteur de 9,17%, tandis que la téléphonie fixe a pesé pour seulement 6,36%. Tout ceci a été favorisé par la couverture 3G qui atteint les 99,5% de la population et la 4G qui est passée de 116,7% en 2017 à 85,7% en 2018. Globalement, on note que l'attrait des Sud-Africains pour la data s'est renforcé au fil des années, de telle sorte qu'elle a influencé le taux de pénétration du smartphone dans le pays. Celui-ci, qui était de 43,5% en 2016, est désormais de 81,72%. Et puis, en Côte d'Ivoire, le prix bord champ du cacao est fixé à 750 francs CFA pour la campagne intermédiaire 2018-2019 qui a démarré le 1er avril dernier. En effet, le gouvernement ivoirien a décidé d'accorder une subvention de 38 milliards de francs CFA pour maintenir le prix du kilogramme de cacao. L'objectif est d'éviter aux producteurs les affres de la mauvaise période que la période traverse. Il faut dire que le prix bord champ du cacao est donc
resté identique à celui de la précédente campagne où le pays a presque atteint 2 millions de tonnes de récolte. La campagne principale 2018-2019 devrait enregistrer des chiffres records. Le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme sur la fragilité de l'économie tchadienne. Selon le FMI, cette économie reste vulnérable. En croit l'institution, l'embellie enregistrée dans le secteur pétrolier en 2018 n'a pas impacté la croissance du pays. Malgré une embellie du secteur pétrolier en 2018, l'économie tchadienne reste vulnérable. C'est la conclusion à laquelle a abouti une mission du Fonds monétaire international FMI en fin de séjour dans le pays. D'après les experts du FMI, l'économie tchadienne reste exposée à de nombreuses pressions malgré les réformes mises en place par les autorités du pays. Même si la production pétrolière a amorcé une reprise en 2018, le secteur non pétrolier n'a cru que de 0,5%, exposant encore plus le pays aux fluctuations des cours du pétrole. Ainsi, les recettes non pétrolières ont diminué en 2018 par rapport à 2017. Selon le chef de la mission du FMI, la reprise économique continue d'être freinée par une importante dette intérieure et des fragilités structurelles sous-jacentes. À titre d'exemple, l'augmentation de 90% des tarifs sur l'eau dans le pays a entraîné une hausse de 4% du taux d'inflation moyen en 2018, ce qui est au-dessus de la norme communautaire de la zone CEMAC, fixée à 3%. Le FMI reste cependant optimiste pour le pays et table sur une croissance forte pour 2019 à 3,6% contre une estimation de 3,5% en 2018. Le FMI invite toutefois les autorités tchadiennes à mieux développer le secteur non pétrolier. Direction maintenant le Mali, et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédian. Bonjour Casimir et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors pourquoi Washington demande aux dirigeants maliens des actions cohérentes et pressantes sur Bamako? Bamako parce que c'est la capitale économique, c'est la ville économique en même temps que c'est la capitale politique du pays. Bamako doit pouvoir donc prendre des décisions, prendre donc un certain nombre de mesures pour pouvoir donc impacter davantage l'activité économique dans tout le pays. Il faut déjà dire que Bamako aujourd'hui représente un poids dans l'économie donc du pays, surtout avec ses infrastructures, notamment la sécurité au niveau donc du foncier représente aujourd'hui un atout majeur pour les investisseurs. C'est d'ailleurs la seule garantie jusqu'à donc aujourd'hui sur le continent africain en termes d'investissement. Et Bamako aujourd'hui, ce n'est pas encore la sécurité tout autour donc des terres. Il va falloir véritablement que Bamako puisse donc coordonner davantage donc l'occupation des sols et des infrastructures de liaison au niveau donc de la capitale économique. Il faut également préciser que pour renforcer davantage donc l'accès des investisseurs à l'économie malienne, Bamako doit pouvoir donc réaliser un certain nombre d'infrastructures, notamment financer les services publics et améliorer leur gestion pour donc permettre aux investisseurs de venir. Troisième mesure donc préconisée par Washington, je veux parler donc de la Banque mondiale, c'est l'investissement dans les infrastructures urbaines. Bamako aujourd'hui, ce n'est pas encore ce qu'il faut nécessairement pour donc faire venir au niveau donc de cette capitale-là les investisseurs. On note au nombre de manque d'infrastructures, on note donc la vétusté donc au niveau des hôtels par exemple, au niveau donc du trafic urbain, au niveau également de l'accès à l'électricité. Beaucoup donc de facteurs aujourd'hui ne permettent donc pas aux investisseurs de pouvoir donc influencer l'économie de ce pays-là. Alors Casimir Pédian, si on devait évaluer le potentiel économique de la capitale malienne, que dirait-on? C'est déjà la sécurité, il faut le dire, c'est le facteur indispensable donc pour l'investissement. Aujourd'hui, Bamako
comparé donc à certaines villes au niveau donc du Mali, peut déjà se targuer d'avoir donc gagné ce pari-là, même si la capitale économique du Mali n'est pas donc la ville la plus prisée au niveau de la sous-région ouest-africaine. Cette ville reste et demeure tout de même la capitale donc de la grande sécurité au niveau donc du pays. Et déjà, ce potentiel est le majeur en ce qui concerne donc les investissements. Au-delà de ça, Bamako, c'est aussi les infrastructures d'électricité, d'accueil, surtout en ce qui concerne donc les grands voyages, les grandes destinations pour le pays. C'est déjà l'aéroport international qui offre beaucoup donc d'attractions, qui offre beaucoup de possibilités donc aux investisseurs à venir donc déjà au niveau du Mali. C'est aussi une population active qui de plus en plus comprend donc la nécessité de travailler beaucoup plus que d'être donc oisif au niveau donc de cette ville-là. Au-delà de tout ceci, c'est également les institutions étatiques qui doivent donc reprendre du souffle, qui doivent donc se moderniser, qui doivent donc également donc offrir plus d'attrain aux investisseurs en ce qui concerne l'accès aux documents, l'accès donc aux services de base. Tout ceci pourrait donc être un atout majeur pour les investisseurs. En tout cas, Bamako aujourd'hui c'est beaucoup d'infrastructures car selon la Banque mondiale, 36% du produit intérieur brut proviendrait donc de cette capitale et véritablement que cette capitale puisse se moderniser, puisse donc reprendre donc sa toilette en ce qui concerne l'accès à un certain nombre de services, surtout institutionnels, pour permettre davantage aux investisseurs de pouvoir fouiner un peu la capitale et aussi l'économie de ce pays-là. Alors, en quoi est-ce que tout ceci va impacter justement la vie économique au Mali? Ceci va impacter la vie économique car la locomotive en ce qui concerne donc l'économie de ce pays-là reste et demeure Bamako. Bamako est la capitale, est la ville économique en même temps qu'elle est, je le disais tantôt, la capitale politique de ce pays et la paix, la sécurité, mais aussi l'exploitation à bon escient des infrastructures de cette ville pourront donc permettre au Mali de pouvoir maximiser les investissements directs étrangers, affirme donc Washington, la Banque mondiale, qui, au détour donc d'une mission en février 2019, a pu donc dénicher ces goulots d'étranglement qui n'offrent forcément pas des entrains aux investisseurs afin qu'ils puissent donc venir voir un peu ce qu'il faut faire. Au-delà de ça, il faut noter aussi que Bamako doit pouvoir donc davantage attirer les touristes en ce qui concerne donc la destination pour le Mali, en ce qui concerne donc les grandes villes touristiques donc de cette ville-là. Les premières destinations doivent être donc la capitale économique et tout ceci en commun accord donc avec la population, en commun accord avec les instances donc chargé de mieux coordonner donc ces activités. Donc aujourd'hui, oui, Bamako peut être facilement donc cette locomotive qui draine donc les autres villes vers une économie beaucoup plus émergente, vers une économie beaucoup plus attrayante que ce à quoi nous assistons. Au regard de tout ceci, comment est-ce que vous voyez l'avenir du pays? L'avenir du pays repose sur Bamako. Bamako doit pouvoir comprendre aujourd'hui que véritablement les autres villes telles que Gao, telles que Tombouctou et bien d'autres encore dépendent d'elle et qu'elle n'a pas droit à l'erreur. C'est d'ailleurs pourquoi donc les institutions de Bretton Woods veulent accompagner donc l'essor de cette ville-là, veulent accompagner les plans d'urbanisation, veulent accompagner l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, mais surtout la paix, du moins veulent contribuer à la paix dans cette ville pour que véritablement Bamako soit l'exemple en ce qui concerne donc l'émergence économique du Mali. Et pourquoi pas au niveau de la sous-région, parce que beaucoup de capital économique reste encore dans l'ornière et certainement que après Bamako, on verra peut-être Washington poser aussi sa valise dans certaines villes économiques comme Abidjan, comme pourquoi pas Cotonou, Lomé et bien d'autres encore. Merci beaucoup Kazmik Bedior pour toutes ces explications. Je profite pour vous souhaiter un bon week-end. Merci et à vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de retrouver toute l'équipe lundi prochain à la même heure.